Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Bienvenue dans le 8e épisode de mon podcast intitulé Passion sans modération. Ce matin, 4 micros seront ouverts et vous aurez le privilège d'écouter les confidences savoureuses de 4 personnalités passionnantes. Bonjour Fanny Herpin, vous êtes chef du restaurant Le Camondo, rue de Monceau dans le 8e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie Lousteau, vous êtes photographe culinaire qui mélange avec poésie les aliments et le végétal. Bonjour. Bonjour. On peut se tutoyer d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le vous. Bonjour Laurent Terrasson, directeur de publication de L'Autre Cuisine, le magazine de la restauration collective responsable. Bonjour Virginie. Et le dernier, Sébastien Ripari, fondateur du bureau d'études gastronomiques, consultant et journaliste culinaire, écrivain et surtout épicurien, complètement décomplexé. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, on va commencer avec les filles. Fanny, combien êtes-vous en cuisine au Camondo ? Et comment établis-tu le lien avec ta brigade ? En quoi es-tu le chef d'orchestre ? Alors au Camondo, on est 15 en cuisine. Après voilà, on est ouvert 7 jours sur 7 et on a une capacité de 150 places. Donc il faut du monde, on va dire qu'il y a un roulement, on est à peu près entre 6 et 7 par service. Et après voilà, la brigade, c'est un engagement au quotidien, c'est de l'écoute. C'est vrai que c'est ce qui prend le plus de temps aujourd'hui en cuisine, c'est pas cuisiner mais c'est gérer ses équipes, les accompagner. Et voilà, c'est ce qui fait la force aussi au Camondo. C'est une équipe qui est là depuis 1 an et demi déjà. Et des jeunes qui sont motivés, que nous, on continue à motiver aussi tous les jours. C'est ce qui fait vraiment ma fierté au restaurant. Et ce qui me met le sourire le matin et ce qui nous challenge aussi avec mon chef adjoint tous les jours. Ton chef adjoint qui s'appelle ? Qui s'appelle Mehdi Boussena et qui est en cuisine actuellement. Ouais. Voilà, et qu'on suit beaucoup sur les réseaux tous les deux. Ouais, voilà. Bah, c'est mon binôme, il est arrivé il y a 1 an et demi. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, j'étais toute seule à porter le projet. Et c'est un établissement, comme je disais, qui est ouvert 7 sur 7, midi et soir, avec une grande capacité. Et voilà, on avait envie d'encore développer plus la cuisine qu'on fait et tous les projets à côté. Et toute seule, c'était un peu difficile. Et j'ai trouvé la bonne personne. Donc, je suis très contente de l'avoir avec moi au quotidien. Très bien. Merci Fanny. Sophie, tu as un compte qui met le corps des femmes à l'honneur. Est-ce que tu nous en dis un peu plus sur cette initiative ? Là, il y a les hommes prennent tout de suite. On se réveille là. On basculera sur la cuisine après. C'est un compte effectivement sur les portraits qu'au départ j'avais appelé les savoureuses, puisque c'est parti d'une série que j'ai créée en 2015 sur les femmes et le cancer du sein, puisque depuis plusieurs années, en octobre rose, je milite pour faire parler de ce fléau qui est le cancer du sein, et j'avais créé une série sur les femmes et pour faire parler de leurs émotions et de leurs états d'âme pendant cette période difficile. J'avais mis en avant le corps avec des aliments. Donc, d'où le titre de la série, Les Savoureuses. Oui, donc il y a quand même un lien avec la cuisine, Laurent. Hein ? Oui, non, tout à fait. Mais je crois que j'avais vu. Il y a toujours un lien. Il y avait eu une exposition. Effectivement. Ouais. C'est en noir et blanc, vos photos ? Ah, pas du tout. En couleur. En couleur, d'accord. Beaucoup de couleurs chez moi. T'as une chance sur 2 en même temps. Attends, je vais essayer, excuse-moi. Mais oui, c'est une série que j'ai créée en 2015 et qui avait été exposée pour la première fois en galerie à Paris en 2017.
que j'ai réexposé dans une galerie parisienne en 2020. Mais surtout, depuis 2017, tous les ans, elle se balade un petit peu partout en France. Je la présente, elle s'agrandit au fur et à mesure. Et là, j'en suis à 33 portraits à peu près. Et c'est une série qui, malgré le sujet, est colorée et reste positive. Parce que c'est ce qui m'a toujours marqué. C'est que malgré la souffrance, il y a toujours quelque chose de positif au milieu. Et du coup, les autres photographies sont également toujours une alliance entre un végétal et un aliment. Mes séries en tant qu'auteur ? Oui. Oui. En fait, à la base, je suis photographe culinaire et c'est ce qui me plaît et me motive le plus, photographier des aliments, surtout des aliments bruts. Et donc, en tant qu'auteur, oui, j'aime mélanger et mettre toujours en avant cet aliment. Donc, il y a une autre série que j'ai appelée Saveurs et fleurs, où je mélange le végétal et le... Donne-nous des exemples, par exemple. Il y a une botte de radis dans laquelle j'ai incrusté quelques fleurs. Et j'ai appelé ça la botte fleurie. Il y a les oignons avec le muguet. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le bouquet de mariée. Je sais pas, les oignons, ça fait un petit peu pleurer. Va savoir pourquoi. J'ai allié les deux et j'ai appelé ça, le bouquet des mariés. Il y a le bouquet des confinés aussi. C'est un bouquet que j'avais fait lors du confinement où j'ai mélangé des fleurs et des aliments, mais j'ai attendu qu'ils soient un petit peu passés. C'est-à-dire des carottes un petit peu ratatinées, un petit peu flétries, les fleurs pareilles qui se fanent un petit peu. Et pourtant, je trouve que le bouquet est très coloré et plutôt gai, en fait. Et il plaît pas mal, d'ailleurs. Et à qui tu vends ? Aux particuliers, à n'importe qui. Qui vient à toi, de manière générale ? Beaucoup de particuliers. Qui sont intéressés pour avoir ce genre de photos pour décorer leur intérieur. Alors certaines de mes séries, notamment les Savoureuses, ce sont des séries qui sont limitées, qui sont numérotées à 7 exemplaires, donc c'est souvent du collector, quoi, en fait. Donc des collectionneurs qui achètent ce type de photos. Je trouve que c'est quand même un petit peu particulier et parfois peut-être un petit peu difficile à accrocher dans une cuisine ou dans un salon. Quoique j'ai déjà vu, mais bon. Et après, c'est souvent des particuliers. Après, il y a pas mal de restaurateurs qui, par contre, n'achètent pas forcément, mais sont intéressés pour les avoir accrochés dans leur restaurant en décoration un temps donné. Parce qu'ils me disent, ça interpelle les gens qui viennent déjeuner, dîner et qui trouvent ça sympa d'avoir des C'est un petit peu décalé, photos, donc c'est vrai que ça change. Des photos un petit peu originales, mais qui ont quand même cette notation gustative, quoi. Il y a toujours cet aliment qui interpelle et qui peut peut-être donner envie de commander un dessert ou de d'allonger le repas, quoi. Donc voilà, ouais, c'est... Mais, il y a tout, quoi. C'est, je pense que toute personne un peu gourmande, un peu épicurienne, un peu curieuse, est attirée par ce que je fais. Ce qui est un petit peu différenciant, donc c'est toujours important. Tu sors beaucoup des codes, et ça j'aime beaucoup. Sébastien, fin décembre, j'ai eu le privilège de trouver au pied du sapin ton livre intitulé « L'ami des chefs ». Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de cet ouvrage ? Il est sympa, le Père Noël. Avec toi, sympa, écoute, ouais. Je ne vais pas le contredire. Écoute, non, oui, c'est une histoire un peu longue, finalement. Ça faisait 26 ans que je travaillais en gastronomie et j'entendais des choses parfois justes et très souvent injustes. Et j'avais envie de remettre à jour ce que c'était que la gastronomie en France et à l'international, avec des exemples concrets, avec des histoires avec les chefs. On dit souvent la cuisine française est la plus grande du monde. Je ne le pense pas. Je pense que les techniques françaises sont les plus grandes du monde, mais tu ne peux pas aller voir un chef japonais ou un chef italien
extraordinaire et lui dire quoi que tu fasses, tu seras toujours en dessous. Donc j'avais envie de remettre un peu les pendules à l'heure sur la cuisine, la gastronomie. Et puis j'avais envie d'expliquer mon parcours également. Alors pas trop, c'est plus l'éditeur qui en avait envie. Moi j'ai toujours eu ce côté homme de l'ombre plus comme public, mais ça fait quelques temps que j'ouvre un petit peu les réseaux et que je me mets un peu plus en avant. Mais c'est un recueil de ce que c'est que la gastronomie aujourd'hui, ce qu'elle a été, ce qu'elle va peut-être devenir. C'est un livre que j'ai voulu proche des étudiants et puis proche du grand public également, avec des questions qui peuvent être parfois simples à répondre quand on a l'expertise, mais compliquées quand on ne le sait pas. Et j'ai tout mis dedans. J'ai mis la position des femmes en cuisine, j'ai mis tout ce qui faisait l'actualité, sans langue de bois comme d'habitude, et avec, j'espère, pas trop d'idiotie signée entre les pages. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur la cuisine, et c'est vrai que j'ai été bouleversée par tout ce que tu as écrit. Parce que tu n'es pas un chef, tu l'as dit, oui. Mais tu as une vision de la cuisine comme si tu étais dans la peau d'un chef qui m'a sacrément scotché. Alors au tout départ de mon initiative, de mon histoire, de ma rencontre, on me reprochait de ne pas être un chef. On me disait « ouais mais toi t'es pas un chef ». Et donc il y a 27 ans. Et oui, je ne suis pas un chef. Et ça c'est intéressant parce que je peux me permettre des choses que les chefs ne peuvent pas faire. J'ai pas peur du Michelin puisqu'il va pas m'enlever d'étoiles. Mais il va pas m'en mettre non plus. Et l'idée c'est qu'un chef c'est très 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 bon dans sa régionalité parce qu'il connaît très très bien sa commune, sa région. Sa vision du national est un petit peu moins forte, puisqu'il y a très peu d'échanges. Enfin, il y en a un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait très peu d'échanges entre les chefs. D'ailleurs, les chefs de même région ne se connaissaient absolument pas avant que je les réunisse autour de moi à une table. Et la vision internationale du chef est très limitée par ses 4 mains qu'il peut faire et ses voyages. L'avantage que j'ai, moi, c'est que je vais partout, du troquet perdu au fin fond de la Cambrousse française à un 3 étoiles Michelin prestigieux à travers le monde. Et cette expertise, ça me permet de comprendre un peu mieux cette globalité de la cuisine. Il y a des pays qui étaient sans culture gastronomique pour nous pendant des années. Parce qu'il y a l'exemple du Pérou, de la Turquie par exemple. On n'avait pas en Turquie mangé. Ça ne nous venait pas. Ou alors on mangeait turc, mais alors turc version française. Et il y a eu une émergence absolument folle de la cuisine à travers le monde. L'évolution a été beaucoup plus importante ces 20 dernières années que les 50 ou 60 premières années du moment où on s'y est intéressé un petit peu plus. Et de ça fait en sorte qu'il n'y a plus une vérité, il y a plusieurs vérités qui sont à prendre en compte et qu'un grand chef n'est pas forcément l'image qu'on avait et qu'on a eue pendant des années. Et moi, j'ai rencontré des gens en Croatie du Nord avec des cuisines et des identités culinaires extraordinaires, avec des techniques qui étaient les leurs. Et puis ensuite, j'ai voulu parler du fait de ce que c'est que bien manger, donc respecter la saisonnalité, etc. Et puis surtout, ne pas penser que nous avons tous, quelle que soit notre nationalité, le savoir absolu de la cuisine. Si en Amérique du Sud, on cuit plus la viande, c'est comme ça qu'ils aiment. Et on n'a pas à leur dire non, c'est pas bien, c'est pas comme ça que ça doit être fait. Donc tout ça a été mis dans le livre pour défendre juste une valeur qui s'appelle la justice, qui s'appelle le parler vrai. Et je dis toujours, je suis un extrémiste contre les extrêmes. Je pense que rien n'est blanc, rien n'est noir. Tout est une histoire de nuances et de subtilité. En Suisse, on a le Cénovis, qui est une pâte absolument immonde pour tout Suisse qui n'est pas né en Suisse, qui est l'équivalent de la Marmite. Parce que toi, tu es suisse. Absolument. Mais moi, je peux le manger le matin, sans souci. Ça fait partie. Et quand on mange effectivement d'autres produits à travers le monde, et que ça nous paraît être dégoûtant, quand on revient sur la France et qu'on mange des escargots, des cuisses de grenouille, pour d'autres, c'est dégoûtant. Donc il n'y a pas de réalité juste ou injuste, il y a juste l'évolution, la culture, son savoir. Il faut savoir que, par exemple, quand les gens quittent leur pays, ils prennent 2 choses. Ils prennent les bijoux et les recettes de famille. Donc, les États-Unis ont grandi parce que les Juifs de Pologne sont venus avec les bijoux et les cuisines juives polonaises. Et donc, c'est très important, cette cuisine. Et comme plein de choses sont dites, j'ai essayé, à mon niveau, de les réunir dans ce livre et de parler de tout ça. Alors, tu parles du parler vrai. Moi, j'ai envie de dire, j'ai ressenti le manger vrai, en fait, dans ton livre. Alors, je me permets si j'avais pu, j'aurais lu tout le livre, mais on n'a pas le temps. Mais il y a 2-3 passages, voilà, tu vois, j'ai mis un petit cœur, là, parce que j'adore ce passage-là.
Je pense que ça va beaucoup résonner avec Fanny. La cuisine, ça parle de bouillon, de patience, de passion, de transformation. Le temps et l'amour que l'on met dans la confection du plat seront ressentis et feront toute la différence dans l'expérience vécue par le client. Ça résonne, ça ? Ça parle. C'est gentil, ça me touche. Alors après, j'ai eu aussi le passage qui m'a fait beaucoup sourire par rapport à la télévision. De tous les chefs qui passent à la télévision dans toutes les émissions de cuisine. Et moi, j'ai eu l'occasion, je ne vais pas dire la chance ou la malchance, de rencontrer quelques-uns qui sortaient de Top Chef. Il y en a certains qui sont bien, il y en a d'autres qui ont quand même un gros melon. Et je me suis toujours dit, exactement ce que tu as verbalisé toi, je me disais, c'est pas juste, parce qu'ils ont une vision tronquée, en fait, de la cuisine. Et je vais juste lire le passage. Sans vouloir jouer au rabat-joie, on a compris que tu n'en étais pas un, Sébastien. Certains prennent ce qu'ils voient sur le petit écran pour argent comptant. On est bien loin de l'énergie, du temps, de la pugnacité constante qu'il faut avoir en cuisine ou en pâtisserie, des heures et des heures à travailler le jour, la nuit, du manque de sommeil, de la pression à endurer pour réussir. Il faut bosser sans relâche et trop souvent abandonner toute idée de vie de famille classique. Quand vous êtes chef, si votre passion n'est pas plus forte que tout, vous allez droit dans le mur. Ça aussi, Fanny, ça te parle ? Ouais, ça parle. Ouais, c'est mon quotidien. Donc. Faut que tu le lises. Le livre, ouais. Mais vraiment, il est résonnant et c'est ça qui a été vraiment assez bluffant parce que je me suis dit, finalement, il n'a jamais eu le vrai quotidien d'un chef, tu vois, de travailler comme nous en cuisine, mais en même temps, tu as cette expertise et cette lucidité qui est scotchante. Ouais. Vraiment juste, avec les mots justes. Ah, mais moi, ça a résonné. Ma fille, elle me voyait lire ton livre. Et je disais, mais c'est ça. Et puis elle me dit, mais tu vas tout stabiloter, en fait. J'ai quasi tout stabiloté. Tu sais, sans être chef, j'ai vécu et je vis encore cette grande chance dans les cuisines avec les chefs, comme je le dis toujours, hein, de n'importe quel niveau, de n'importe quel coin du monde, des gens qui font à manger pour les autres, avec leur identité, leur histoire personnelle, qui ont fait d'eux la personne qu'ils sont aujourd'hui, qu'ils étaient peut-être différents hier et qui seront différents demain. Et je capte ces choses-là. Alors, j'ai pas besoin de rester 6 mois dans la cuisine pour comprendre la cuisine. Mais l'idée de ça, c'était vraiment de porter la vraie parole, parce que j'ai un profond respect pour le métier de chef. C'est ça qu'on ressent. L'ami des chefs, c'est presque l'inverse. J'aurais pu appeler ce livre « Merci de me considérer comme votre ami ». C'est plus touchant et c'est pas du tout prétentieux comme certains l'auraient pu imaginer. C'est juste que j'avais envie de défendre ces métiers de la restauration globale, parce que c'est des métiers difficiles, comme tu l'as lu, et c'est des métiers de passionnés. Et je pense que la télévision a le défaut de ses qualités. D'abord, ça a permis une chose intéressante, c'est que quand tu disais à tes parents que tu voulais devenir cuisinier, parce que moi je préfère le mot cuisinier, tes parents à l'époque te disaient, bon, mais comment ça se fait, tu veux pas être avocat, quel métier ? Ou médecin. Maintenant tu dis je vais être cuisinier, c'est même eux qui disent tu veux pas faire de la cuisine. Ça c'est intéressant, ça a permis de valoriser le métier de cuisinier. Ouais. Et le défaut, c'est évidemment, les émissions de télévision, c'est de l'entertaining, c'est de l'amusement. Donc c'est fait en sorte pour amuser. C'est scénarisé. Et donc ça veut dire que c'est une petite partie du métier vu d'un prisme spécifique qui va donner ce qu'il faut pour que vous reveniez la semaine prochaine voir l'émission et que vous fassiez en plus les pages de publicité pendant la pause. C'est ça le principe même de la télévision, c'est de rester sur la chaîne et de continuer. Donc on va scénariser. Alors c'est bien pour ce que j'ai dit, et puis de l'autre côté, on est loin de la réalité, et la réalité, c'est effectivement le temps d'apprendre les choses, et puis ensuite le temps de se détacher de ses maîtres en cuisine, de devenir soi-même, de savoir qui nous sommes vraiment. Moi, je prends toujours l'exemple André Chang et l'Octa Philosophie. André est un chef qui est passé par les Pourcelles il y a très longtemps, puis ensuite Bras, et est reparti en Asie. Il avait le Swiss Hotel à Singapour, c'est un chef extraordinaire. Et quand il a repris le Swiss Hotel, il s'est dit, c'est marrant, je fais la cuisine de mes maîtres, mais pas la mienne. Donc, il faut que je trouve une solution. Donc, il a arrêté, il a repris tous ses cahiers, et dans ces cahiers, il a trouvé 8 mots qui revenaient régulièrement. Il y avait tradition, il y avait épuré. Et il s'est dit, finalement, ma cuisine, ce sont ces 8 mots. Donc ces 8 mots, ça va devenir une philosophie. Cette philosophie va s'appeler l'Octa Philosophie, la philosophie des 8. Et ma cuisine sera
c'est 8 mots. Et il faut prendre le temps de respecter ses maîtres, mais de s'en détacher. En art, quel que soit le fonctionnement, un artiste va apprendre de son maître, et puis ensuite, on dit va le dépasser, pas forcément, mais en tout cas, va retrouver dans sa propre ligne de vie, d'expérience, d'expertise, de partage, qui il est vraiment. Et quand vous êtes sur votre ligne personnelle, vous irez loin. Quand vous êtes sur la ligne de ce qu'on tend à vous demander d'être, vous allez vous casser c'est la entre figure. la différence entre l'authenticité et l'imitation. Bien sûr. Et après, vous rajoutez ce qui fait la cuisine, c'est-à-dire du temps, c'est-à-dire de l'amour, c'est-à-dire n'importe quel chef, et je regarde Fanny dans les yeux à ce moment-là, vous dira que le plus beau compliment, c'est quand vous faites à manger à une personne d'un certain âge qui vous dit « c'est les goûts de mon enfance, ça me rappelle des souvenirs J'en ai parlé. Ouais. ». Voilà. Et on me l'a dit il n'y a pas longtemps, ça me rappelle, ça me fait voyager. Voilà. C'est ça. plus beau que d'entendre, c'est bon. En fait, C'est ça. Ce qui est assez fade. Parce que c'est de finalement, l'amour. dire ça. Merci beaucoup parce que voilà, c'était vraiment une ode, une déclaration d'amour aux cuisiniers. Donc merci beaucoup pour ce livre. Laurent. Non, mais attends, tu veux que je passe après lui? C'est impossible. On parle d'amour, on parle passion. Mais toi aussi, tu es passionné. Oui, Laurent. Mais c'est un homme orchestre. Moi, j'ai toujours vu comme ça. Un homme orchestre. Les Donc premières vous vous fois qu'on se connaissez. voyait- Oui, parce que les premières fois qu'on s'est vu, plus de 20 ans. Tu te souviens les soirées que tu faisais, c'était génial. C'était super. Excusez, on ne devait pas le dire à l'antenne. Ah non, il n'y a pas de souci, on a dit décomplexé. Voilà. Alors, Laurent, tu as lancé le magazine L'Autre Cuisine, le magazine de la restauration collective responsable. Dans quel but? Et j'aimerais que tu me parles de ta ligne éditoriale. Waouh. Alors, je mets du sel, du poivre. J'essaye d'utiliser beaucoup les épices. Mais en fait, pas que, si tu veux. Effectivement, il y a le magazine, mais il y a l'association Cantine Responsable que j'ai créée. Et si tu veux, l'idée, c'est quand même de faire quelque chose de cette restauration collective, sociale, que l'on a en France. Et on est le seul pays à avoir cet outil-là. Et aujourd'hui, le magazine, on essaye de réfléchir sur l'avenir de cette restauration collective. D'ailleurs, on est en train de lancer une étude sur ce sujet, puisque finalement, on parle des restaurations collectives, on le met au pluriel. Hein. Bon, il y a l'école, les hôpitaux, les EHPAD. Et puis, à travers l'association, on mène des expérimentations. Entre autres, là, en Ile-de-France, on produit des repas pour les précaires. Donc voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui me semble important, c'est de préserver ce secteur-là de la restauration collective. Parce qu'en parler, c'est pas très sexy, hein, la cantine. Hein. Donc, ça passe mal à la télé. Tu as parlé de la télé, mais il va falloir que j'achète une télé, hein, parce que je ne savais pas tout ça. Donc, c'est pas très sexy, la cantine, mais on le constate aujourd'hui, particulièrement depuis la crise sanitaire, on constate qu'on en a eu besoin. On en a eu besoin pour les modestes. Mais on constate que les plus modestes ne vont pas à la cantine. Donc, c'est un outil qui n'est pas abouti. Donc, vraiment, à travers ce magazine, on essaye de... Et la ligne éditoriale, c'est vraiment d'avoir les grandes oreilles ouvertes et d'écouter tout ce qui se passe. Alors, je me suis un peu distancé du magazine où j'étais avant, où j'étais rédacteur en chef, où on parlait qu'avec les chefs. Aujourd'hui, on essaye de parler aux décideurs, ce qu'on appelle les autorités organisatrices de la restauration collective. Alors ça, c'est assez pompeux. Hein, bon. Mais ceux qui décident, ceux qui achètent les produits. Donc, notre angle, c'est d'aller faire bouger les lignes du gestionnaire. Hein, parce que souvent, il n'y a que le budget. C'est d'essayer d'expliquer qu'on peut faire un peu mieux. Puis bon, souvent, on constate que le coût denrées alimentaires, c'est rien, ça représente rien par rapport au coût global de ce service-là. Donc on essaye un peu d'ouvrir les yeux à ces gens qui sont responsables autour de la restauration collective. C'est capital parce que quand on parle de la cuisine française, on va chercher les noms des grands chefs qui représentent cette cuisine, mais qui vont nourrir 500, 1000, 2000 personnes, 10 000 personnes dans la journée. Et la restauration collective, c'est là où on mange. C'est le plus grand hôtel de France, ce sont les hôpitaux. Les plus grands restaurants sont les hôpitaux et les cantines scolaires. Et on est toujours atterré du résultat. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec un chef qui s'appelle Christophe Hay, Christophe 2 étoiles Michelin, qui me disait qu'il avait été dans une cantine à côté. Et le responsable de la cantine, qui sont des gens souvent sans formation ou avec une formation insuffisante, donc c'est le premier axe, il faut former ces gens, disait les enfants n'aiment pas les pâtes à la tomate que je leur fais, de toute façon ils n'ont aucun goût, ils n'aiment rien. Et il lui a demandé comment il faisait les pâtes à la tomate, donc il a pris les tomates concentrées
énorme. Ils rajoutent de l'eau, ils mélangent, et ils mettent ça dans dans les pâtes à la tomate. Donc il restait des morceaux de tomates fraîches congelés pour lesquels on met sur les pizzas, etc. Donc Christophe leur a fait le lendemain des pâtes à la tomate façon Christophe Hay, pour un budget qui était identique. Bien sûr. Et les enfants ont mangé l'intégralité de leur assiette. Et c'est très, très, très important parce qu'on a toujours tendance à vouloir voir le prestige en cuisine, en disant c'est formidable, vous avez eu tel chef reconnu, le plus grand chef du monde est français cette année sur tel et tel et tel classement international. Et la grande difficulté, ça restera toujours de pouvoir former au goût rapidement, de comprendre que c'est pas évident, il y a des histoires de formation, de budget, et puis il y a une volonté politique qui doit être assumée et assurer ainsi un développement du goût. Parce qu'un enfant, c'est une éponge culinairement parlant. Et si vous apprenez à votre enfant à bien manger, bien sûr, il est vierge. Il aura tout pour. Mais c'est passionnant. Moi, je défends vraiment cette évolution. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je parlais de savoir pourquoi les familles pauvres allaient régulièrement dans les fast-foods. C'est pas qu'une histoire de prix, c'était assez drôle. C'est le fait que souvent ils disent non à leur enfant sur tout. Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle télé? Non. Est-ce qu'on peut avoir une PlayStation pour Noël? Non, on peut pas, on n'a pas les moyens. Est-ce qu'on part en vacances? Non, on peut pas. Est-ce qu'on va au McDo? Oui, ça on peut le faire. Pas tout le temps, mais on peut le faire parce que le budget, plus tu rajoutes le marketing, les musiques, les codes couleurs actuels pour les enfants, etc., font en sorte qu'on arrive à ça. Je suis jamais contre un McDonald's si c'est pas de façon régulière, et en contrepartie, il faut apprendre à cuisiner. Après, c'est des grands débats, je peux en parler des heures, mais je pense que le travail que tu fais, Laurent, il est capital et il est presque plus important que ce qu'on peut faire nous en gastronomie. Alors, écoute, c'est sympa, mais je vais te toucher. Mais attends, Laurent, est-ce que tu connais, parce que la dernière fois, j'ai reçu Patrice Fonakéré, qui est le vice-président de l'Institut du goût. Et en fait, il se charge avec Perico Légas, qui se charge d'essayer d'instaurer dans l'école, en fait, de remettre au goût du jour des leçons de cuisine. L'éducation au goût. Oui, parce que ça marche beaucoup en octobre pendant la semaine du goût. Moi, je fais beaucoup de cours de cuisine à ce moment-là, mais c'est vrai que les enfants, grosso modo, n'ont aucune éducation des fruits, des légumes. Oui. Tu leur mets un fenouil, ils ne savent pas ce que c'est. Différentes courgettes, concombres, c'est limite. Voilà. Alors, justement, c'est un sujet que l'on aborde souvent, l'éducation au goût, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi ça n'avançait pas, parce qu'il faut comprendre qu'en 1974, ça a été lancé par Jacques Puiset, les premières classes du goût. Né, hein. 74, tu vois. Et donc, Jacques Puiset lance les premières classes du goût. Mais ça n'a pas avancé depuis. Non. Donc, en fait, on a un souci sur la transmission de cette éducation du goût, où finalement, tout le monde désire ça auprès des enfants. Attends, au CIRA, pour la première fois, il y avait le prix Menu Enfant, qui a été remporté par la Française. Donc, on voit que tout le monde est attentif à ça. On a envie de faire les choses. Et puis, il y a eu des très, très belles expériences. Dans le Nord, les premières, justement, qui a été à l'origine de la Semaine du goût, c'est Fleur Belle-Aventie, où là, on a vraiment compris en éduquant, j'aime pas ce mot, en sensibilisant les enfants au goût, eh bien, déjà, ils faisaient attention et ils transmettaient à leurs parents ce que tu disais. Et cette éducation au goût est fondamentale, mais l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale ne le prend pas en compte. Et sauf l'intérêt de certains professeurs, l'intérêt de certaines personnes. Alors que ça pourrait être une ouverture déjà à la saisonnalité, aux fruits, aux légumes, du coup aux régions, d'expliquer à la biologie, à la botanique. Les mathématiques, l'histoire, la géographie, on peut tout aborder à travers l'alimentation. Bien sûr. Bon, c'est vrai que j'ai expliqué ça plusieurs fois, mais même le ministère de l'Agriculture a du mal, sur ce sujet, entre autres, de discuter avec le ministère de l'Éducation nationale. Incroyable. Ça s'appelle un mammouth, c'est ça, c'est ce qu'on dégraisser le mammouth. Oui, donc, mais voilà. Donc là, par exemple, dans le magazine, on a une rubrique qui essaye d'analyser ça sous différents aspects, avec des personnes qui travaillent sur ces sujets, comme Nathalie Politzer, et essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas.
Pourquoi ça ne fonctionne pas alors que depuis, vous vous rendez compte, 74, vous n'étiez pas né. Donc ça fait quoi? Ça fait 50 ans? Sébastien, il était né, je pense. Sébastien, non, il n'était pas né. Elle mérite un prix, Nathalie. Oui, le voilà. prix Pulitzer. Voilà, exactement. Mais oh là là, bon, il est en grande forme. Hein. Grande forme. Non, mais c'est capital. C'est vraiment ça. Mais le problème, c'est toujours des feux de paille. Laurent a raison. C'est la semaine du goût, c'est formidable, ça dure une semaine. Tu fais des choses magnifiques. Ouais. Et ensuite, quand c'est terminé, on revient à ce qui se passait avant la semaine du goût et ce qui se passait après. Et si on ne change pas, et c'est qu'une histoire d'économie, parce qu'on pense d'économie et de formation. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de compenser, comme des étuves, le manque de formation que peuvent avoir les jeunes chefs, les jeunes cuisiniers. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un des grands groupes leaders de la restauration collective qui me disait, tu sais, moi j'ai un mec qui épluchait les carottes le lundi, qu'on a mis chef de restauration d'un EHPAD le mercredi parce qu'il n'y avait que lui. Et on ne l'a pas formé. Et on manque de formation. Il faut que tu nous aides sur les formations. Et puis ensuite, c'est toujours la même chose, c'est la passion qu'on met à son travail. Il y a très longtemps, quand j'étais le conseiller gastronomique de Riz d'Exposition, et que j'avais créé, entre autres, sur le Snack and Sandwich Show, c'était Équipe Hôtel, pardon, un petit démonstration de chef, j'avais invité un chef d'une cuisine collective. Le mec, il n'était personne dans notre gastronomie. Quand je lui ai demandé une photo, il y avait d'autres chefs qui m'ont envoyé la photo faite par des photographes comme toi, sublime, extraordinaire, etc. Lui, il a fait un selfie dans la cuisine avec une toque blanche. Et ce type avait une façon d'aborder la gastronomie pour les enfants de façon incroyable. Il avait inventé une chose qui s'appelait les semaines avant et après Marco Polo. Tout ce qui était la semaine avant Marco Polo, il n'y avait pas d'épices. Il travaillait sur des produits bruts. Il se levait à 5h du matin, il était à la cuisine à 6h pour faire ça. Je lui ai dit, je crois que tu es un des plus grands chefs que j'ai rencontré dans ma vie. Bien sûr. Personnage formidable. Christophe Demangel, c'est pas ça? Non, alors je me souviens pas de son nom. Je pourrais le retrouver, mais je ne sais même plus comment j'étais arrivé à lui. Peut-être par toi. Et il était formidable. Et c'est une chose, c'est compliqué. La gastronomie est aussi liée au ministère de la Culture, par exemple. Et ça n'intéresse pas trop le ministère de la Culture. Ils ont d'autres choses à faire. Donc tout ça, on a quand même, on a un ambassadeur aujourd'hui international qui est Guillaume Gomez, qui a cette formation et qui essaie de faire bouger les lignes au maximum. Mais ça reste très politique. Et si la base n'est pas les décideurs, c'est-à-dire Elior, Sodexo, des grands groupes comme ça, qui ont petit à petit une vraie volonté de changer les choses, contrairement à ce qu'on pense, ils se rendent compte effectivement que c'est quand même capital de bien éduquer les enfants au goût, d'avoir des bons restaurants dans les EHPAD, etc. Je vous rappelle quand même que le pire endroit pour manger en France, c'est la SNCF, l'image de marque de la SNCF. Enfin, vous êtes dans le pays de la gastronomie et vous mangez affreusement mal. Même les plats signatures. Oui, c'est ça. Ils essayent de mettre des chefs là. Il n'est pas toujours gentil. Hein. Non, il n'est pas toujours gentil. Pas toujours gentil. Non, je ne suis pas méchant gentil. Je suis juste. Mais on l'utilise pas. On est d'accord. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'utilise pas l'histoire de notre gastronomie française. On la néglige. Oui, très certainement. Et en fait, on pourrait peut-être commencer par la restauration collective. Ouais. Moi, je crois, hein, parce que je pense que c'est la dimension populaire de ce... Mais si tu vas plus loin, tu te dis, on va tenter de te soigner toute la journée parce que tu as un cancer. Et pour te récompenser en fin de journée, on t'apporte des produits excessivement mauvais pour la santé qui vont être pires que ce qu'on a essayé de te donner pour te soigner dans la journée. Il n'y a pas longtemps, j'attendais dans une clinique où il y avait beaucoup d'enfants et il y avait un distributeur automatique où il y avait des choses hyper sucrées et des boissons sucrées de piètre qualité. C'est quand même bizarre qu'on n'est pas capable aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'on va sur la Lune, d'avoir un distributeur automatique qui fait des choses de qualité. Qu'on n'est pas capable, alors on s'excuse, maintenant il y a des pommes. Oui, on dit, ah non, mais il y a des fruits, il y a des pommes. Non mais enfin... C'est une aberration complète. Et on est là-dedans au quotidien. Du coup, j'en profite pour poser la question à Fanny, parce que c'est important, l'idée de sourcing. Comment vous sélectionnez les fournisseurs, les artisans qui vous permettent de transformer et de nous régaler au Camondo? Donc en fait, quand je suis arrivée, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis au Camondo. Il y avait tout à faire.
Donc le chef était parti, le directeur aussi. Et il y avait le challenge de faire quand même 100 couverts par service à l'époque. Là, on est passé plus sur du 180 par service. Et il y avait aussi ces problèmes de personnel où il faut être tout le temps dans la formation. Aujourd'hui, j'ai des gars en cuisine qui n'ont pas de formation, pas de CAP, qui n'ont rien du tout. Mais c'est des jeunes qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre. Donc, on a fait le pari il y a 1 an et demi de plutôt travailler avec des personnes qui avaient envie. On ne regarde même pas le CV, c'est vraiment la motivation. Et après, pour le sourcing, du coup, on est parti sur des petits producteurs en direct au maximum. Donc, que ce soit sur les fruits et légumes, sur le poisson, sur la viande. On travaille quand même avec Rungis aussi, puisqu'on est ouvert 7/7 et qu'on a besoin aussi de temps en temps de dépannage. Et c'est une grosse logistique qui a été mise en place il y a à peu près 1 an. Et aujourd'hui, on est hyper content de travailler en direct avec de super produits. En effet, c'est un peu plus cher. Donc, au niveau des coûts, il fallait expliquer aussi aux investisseurs pourquoi. Et expliquer aux investisseurs, expliquer aussi aux consommateurs. Parce que beaucoup de gens vont au restaurant, se plaignent que c'est cher, mais ne savent pas ce qu'il y a derrière. Donc ça faisait aussi partie de la démarche. Et pour moi, c'était essentiel, de toute façon, au restaurant d'en arriver là. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, première étape, c'était les investisseurs. Et puis après, c'était aussi, en effet, la clientèle, leur expliquer pourquoi, parler des produits. Et ça, c'est un travail qu'on fait depuis maintenant 1 an. De pédagogie, en fait. De pédagogie. Et c'est aussi former les équipes, leur dire, ton produit, tu vas le respecter. Voilà d'où il vient. Voilà tout le travail qu'il y a derrière. Et là, les prochaines étapes, c'est d'aller vraiment à la rencontre des producteurs avec nos équipes. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'organiser cette année pour leur montrer, en fait, que derrière chaque produit, derrière un poulet, il y a des hommes, c'est un animal vivant, mais même pour les fruits et les légumes, en fait. C'est vraiment sur tous les produits. Il faut comprendre que derrière, il y a des personnes qui sont passionnées comme nous. Et ça se fait... Et qu'on est une chaîne, en fait. Ouais, on est une chaîne. Et c'est aussi au niveau de la salle, des chefs de rang, de leur expliquer le produit, pourquoi on travaille ce produit-là, pourquoi à ce moment-là. Et de pouvoir en parler aussi derrière à nos clients. De leur dire, voilà la cuisine qu'on fait, pourquoi on l'a fait. Aujourd'hui, on travaille un suprême de pintade fermier. Donc, il y a ça à la carte ? Ouais. Parce que moi, je viens demain midi. Mais c'est à la carte, ouais. Et la carte change assez régulièrement aussi, puisque moi, je suis très à l'écoute des produits du moment. Là, on a fait du riz de veau français pendant quelques temps et c'était génial. Et ça nous permet aussi de former les gars. Parce qu'en fait, les gars, on leur donne un canard. En fait, ils comprennent pas. Ils savent pas faire. Non, mais vraiment, un pigeon ou quoi, ils vont regarder, ils se disent, comment on travaille ça ? Et il y en a pas un qui va savoir. Donc, heureusement, j'ai 2 personnes, j'ai aussi un sous-chef qui a travaillé dans de beaux établissements, qui a été bien formé, qui a appris les bases de la cuisine. Et du coup, tous les 3, on arrive à leur montrer et leur apprendre. Mais c'est vrai que c'est un gros travail. Quand derrière, il faut sortir 150 couverts par service. Mais on le fait et on est content de le faire aussi. Et ça après, fait partie de notre travail. Ça roule et l'équipe tourne et tout le monde est heureux. Les gars, ils sont sans cesse en train d'apprendre. Alors moi, j'apprends aussi des autres. Et ce qui est beau aussi dans notre cuisine, c'est la mixité. On a des personnes qui viennent un peu partout. Et voilà, l'autre jour, on a fait un pain algérien et c'est hyper enrichissant. Et moi, ça, c'est ce que j'adore. C'est chacun va nous apporter quelque chose. L'interculturalité, en fait. C'est ça aussi le plus important. C'est vraiment la richesse de nos cuisines aujourd'hui. Et en partant des produits, c'est des produits de saison, évidemment. On n'est pas forcément dans le ultra local, mais on est dans le bien sourcé. On est en direct au maximum. Et le bio et pas forcément bio, non. Ouais, c'est ça, la restauration finalement traditionnelle et ne consomme pas autant de bio que la restauration collective, puisque maintenant il y a une obligation avec cette loi Egalim où 20% des achats normalement devraient comporter des produits bio. Le bio doux, c'est toujours la question. Alors, du bio doux, dans le doux, il y en a beaucoup. Oui. C'est très bien. Les charges, le cahier des charges du bio n'est pas le même partout. Et le cahier des charges français du bio est très précis. Mais si tu vas le sourcer dans les pays de l'Est de l'Europe, leur cahier des charges leur permet d'avoir un bio qui n'est absolument pas bio, considéré comme bio pour nous. Alors c'est drôle parce qu'on a essayé justement de vérifier ça récemment. Et en fait, la Commission européenne et la charte des produits bio est identique
Alors après, effectivement, on peut avoir des malversations, ce que l'on constate. Par exemple, en Italie, vous avez entendu, souvent, ils mettaient produits bio, et puis bon, il y avait eu un marché qui avait été soulevé. Mais juste pour revenir sur ce que dit Fanny, c'est drôle, parce que Fanny, elle dit « Oh, ouais, mais je vais à Rungis. » Ah bon? Alors, tu peux pas faire autrement, Fanny, parce que la production en Île-de-France de fruits et légumes, elle est de 150 000 tonnes. Et si on prend la population, on a besoin de 900 000 tonnes. Ouais. Et donc même les AMAP, certaines AMAP, nous racontent des cracks sur les produits, en disant c'est les produits locaux. Et le produit local, effectivement, ça le vend en poupe d'un point de vue politique, mais c'est pas toujours de la qualité, donc c'est très compliqué. Effectivement, il faut trouver ces circuits de distribution. Je pense que la clé, c'est ça, c'est en restauration collective, je pense que là aussi, on travaille beaucoup sur ce sujet, c'est les approvisionnements. Qu'est-ce que l'on fait pour les approvisionnements? En fait, trouver le producteur, mais il peut être en France, tu vois. Tu parlais du riz de veau, tu étais allé le chercher où? Puis c'est une histoire, on raconte une histoire. Et une économie. Ouais. Après, il y a des régions plus riches en produits que d'autres. Quand tu es à Nancy, tu as plus de mal que quand tu vas te retrouver à Nice, par exemple. Donc, il y a des régions qui ont plus de possibilités de faire ce qu'on appelle du locavore que d'autres. Et puis ensuite, il y a des économies de marché. Ça revient un jour, Yves Candebord me disait moi, j'aime le café. Et j'ai pas envie d'avoir un substitut de café différent. Et le café, je vais le chercher, par contre, dans des réseaux de distribution de qualité, où les gens sont bien payés, où on a une formation pour les enfants, etc., etc. L'idée première, c'est de se dire on ne peut pas tout changer d'un coup. La fameuse théorie de la tomate en décembre et de la tomate mozza. Quand j'ai commencé à demander aux chefs de travailler sur du locavore et sur la saisonnalité, on n'a même pas commencé à parler des demi-saisons, la saisonnalité n'étant pas la même partout, la tomate en Normandie, tu l'as jusqu'à mi-septembre, parce qu'elle va mûrir de façon différente. C'était compliqué, parce qu'il me disait, si je mets plus de tomates mozza dans mon restaurant, ils vont aller en face. Donc il a fallu expliquer petit à petit, par différents leviers de communication, que c'était bon pour la planète, bon pour soi, bon pour les générations à venir, d'éviter d'utiliser des tomates, jusqu'à la tomate bio espagnole qui est produite en décembre, parce que le goutte à goutte met du bio dedans. Je pense que l'intérêt, c'est ça, c'est de revenir sur des formations. Ce que tu fais, Fanny, avec ta brigade, avec les personnes de ta brigade, c'est important, parce que on prend souvent l'exemple du thon. Plein de chefs vont vous raconter l'histoire du thon. Ils achètent un thon qu'ils déposent. Et là, personne ne sait le découper, personne ne sait faire quoi que ce soit. Voire on va tout jeter, on va sortir la ventrèche, puis le reste, bon, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais tout ça revient à l'ancien temps. C'est ce qu'on appelait finalement la logique, le bien pensé paysan, le savoir. Quand on disait tout est bon dans le cochon, c'est parce qu'on doit revenir à ces valeurs de nos anciens. Nos anciens, s'ils plantaient certains arbustes entre les vignes, c'était pas pour rien. Il y avait des raisons aux choses. Si on utilisait plutôt le cheval que le tracteur, il y avait des raisons aux choses. Mais on est dans une problématique qui est l'hyperconsommation. On veut avoir tout le temps. N'importe quelle religion vous expliquera qu'il y a des moments où on fait le jeûne. N'importe quelle religion vous dira qu'à un moment donné, on mange du poisson, plutôt le vendredi pour telle religion, la viande plutôt le dimanche. Et quand on faisait gras, c'était des périodes où on se remplumait un petit peu, parce que c'était les périodes festives, parce qu'on n'avait pas le reste de l'année autant à manger. Et donc, il faut revenir à cet essentiel de nos producteurs, de nos aïeux, des grands-parents de nos grands-parents qui savaient pourquoi on faisait les choses. Les aberrations, c'est les années 70 où on va dans l'hyperconsommation et on décide d'enlever tous les arbres de la campagne française, parce que ça fait des mètres carrés et des mètres carrés de production en moins. Donc on paye les paysans pour qu'ils arrachent des arbres. Et aujourd'hui, on repaye les paysans pour qu'ils replantent des arbres au même endroit, parce qu'il y a des inondations et parce que ça coupait le vent. On revient dans une espèce de folie aberrante du fonctionnement. Je pense que sa conscience, c'est le plus important. C'est que par son expérience et son savoir-faire, on doit découvrir qu'effectivement, il y a des saisonnalités. Et puis, si Noël était tous les mois, on s'ennuierait. Noël, on l'attend. C'est une journée, une soirée. On est trop impatient de manière générale. Bien sûr. Oui, eh ben, la saisonnalité, c'est la même chose. Moi, j'ai envie d'attendre. Les fraises. Les fraises arrivent au bon moment. Et à maturité, pas forcément les premières. Alors du coup, Fanny, redis-nous les fraises. Les fraises, les premières, les vraies, c'est quand? Grosso modo. On peut pas savoir. Non, mais vraiment, ça dépend.
Ça dépend. Moi, le produit, vraiment, je l'aime quand il est vraiment à pleine maturité. Donc, ce qu'on fait en général, c'est quand on voit les premiers produits arriver, on attend un petit peu, comme les asperges, voilà. Et voilà, on goûte, et quand c'est le bon moment, on y va, quoi. Et c'est là qu'elles sont meilleures, qu'elles sont aussi le moins chères en général. Bien sûr. Mais il faut être à l'écoute du produit. C'est pas parce que, voilà... en fait, c'est être à l'écoute de la nature, quoi. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est meilleur pour tout le monde, en fait. C'est meilleur pour nous, c'est meilleur pour tout. Et on a souvent, on a trop envie de sortir la première asperge, la première fraise, le premier petit pois. Mais je trouve ça... Je vois pas trop l'intérêt, on est trop impatient, c'est ce qu'on était en train de dire. Et l'impatience en cuisine, c'est pas bon. Il faut être patient. Voilà, il faut être patient quand on est passionné. C'est prendre le temps d'expliquer, prendre le temps de comprendre le produit, de le cuisiner. Et voilà, on en revient à mijoter. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. Et c'est comme ça qu'on essaie de former au maximum la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui. Et voilà, c'est la bonne cuisine, quoi. C'est là où il y a véritablement on retrouve le goût et on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres aussi. Voilà, c'est l'essentiel. Quand tu fais ton fond, bah oui, ça prend du temps. C'est quand même génial. Tu le mets sur un coin de ta cuisinière, bien sûr. Tu mets les restes de poisson dedans, etc. Tu laisses mijoter. Tout d'un coup, il te reste un petit peu de persil. Tu rajoutes, et tu laisses comme ça. Et ça prend le temps. Voilà, le temps de mijoter. Un des plus beaux mots. Les sauces et tout ce qui est mijoté, c'est quand même la base de notre cuisine. Et puis tu le fais, puis petit à petit, ça revient. Et surtout, tu te retrouves avec du zéro déchet. Parce que tes produits sont utilisés. Bien sûr. Donc ta rentabilité est différente. Alors là, on est beaucoup sur le goût. J'aimerais retrouver Sophie pour parler un petit peu de l'œil. Visuel, ouais. Visuel. Comment tu construis, toi, du coup, tes photos? Comment tu pourrais qualifier ton univers photographique? Mon univers est très coloré. J'attache beaucoup d'importance au visuel, mais ça rejoint en fait cet esprit de le goût est important, mais le visuel l'est également. Et j'écoute depuis tout à l'heure tout ce que vous racontez. Mais, oui, c'est un peu intéressant, un petit peu. Un petit peu. Non, mais c'est vrai qu'on en revient aux cantines et entre guillemets, à l'éducation pour les enfants. Mais l'éducation, elle est le goût, mais le visuel est également important. Quand les enfants se retrouvent effectivement, alors les enfants comme dans les EHPAD et comme dans les hôpitaux, que vous vous retrouvez avec un plateau qui visuellement n'est pas très appétissant, comment voulez-vous que le reste suive ? Donc oui, pour moi, le visuel a son importance autant que le goût. Et si ce n'est, pour moi, c'est la première chose, quoi. Quand on est dans un restaurant, la première chose qui arrive, c'est le visuel. L'assiette, si l'assiette est bien présentée, s'il y a de la couleur, s'il y a de la texture, s'il y a de la mise en forme, de différents étages. T'as jamais fait une photo avec une louche ? Une photo avec une louche, tu sais, quand ils servent à la louche, là, comme ça. Non, t'as jamais fait. Est-ce qu'on peut sublimer ça ? Oui, ça peut. Bah écoute, je sais pas, mais j'y réfléchis. Là. Ben voilà. Ouais, moi, j'ai pas non plus la recette. Hein. Attends, à Camando, ils servent pas la louche. Hein. Mais c'est vrai que tout est millimétré, comme les grands chefs, là, tu vois. Alors moi, j'ai eu une expérience. Ils ont des assiettes très généreuses. C'est pas minimaliste au Cameroun. Non, on n'est pas du tout on n'est pas là-dedans. Nous, on est dans la cuisine généreuse, c'est gourmand, mais en effet, je rejoins ce que tu es en train de dire. Moi, je travaille beaucoup aussi sur le visuel. Alors pour moi, le plus important, c'est le goût, parce que je suis chef et que. Oui. Mais je réfléchis toujours au visuel et comment on va dresser l'assiette, les couleurs et voilà que ça donne envie. En ce moment, depuis plusieurs années, dès que le plat arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On prend son téléphone et puis hop, on photographie, on balance sur les réseaux. Parfois, c'est le défaut aussi. Sur les réseaux sociaux. C'est très joli et pas très bon. Ah ouais, c'est problématique. C'est assez rare quand même. Ah si. Et puis après, elle sait mieux que moi, mais à une époque, dans ma vie, j'ai bossé sur des magazines. Et donc, j'étais assistant styliste culinaire avant d'être styliste culinaire. Donc, les photos, par exemple, tout ce qui est viande, c'est très compliqué à prendre en photo quand c'est brut. Oui, il faut mettre. Mais c'est surtout parce que c'est pas facile à mettre en lumière. La photographie, le mot exact, c'est écrire avec les photons, avec la lumière. Un photographe, c'est un écrivain de lumière. C'est la priorité, la lumière. Ouais, c'est très compliqué d'arriver à faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que, par exemple, en Asie, principalement en Chine,
Le plus important, c'est pas le goût, c'est les textures. En Chine, quand tu vas faire un repas gastronomique, ils sont capables de travailler des textures différentes alors qu'il n'y a aucun goût. C'est insipide à souhait, mais leur plaisir vient du fait qu'ils aient 3 ou 4 structures moléculaires différentes dans le plat, et c'est ça qui les intéresse. Donc encore une fois, chacun Donc c'est visuel. C'est visuel, mais c'est gustatif en structure. C'est-à-dire que tu commences par te dire comment c'est, et tu vas avoir du spongieux, puis quelque chose de croquant dedans, D'accord. et puis quelque chose de un peu liquide, mais pas trop, il faut finir sur du liquide. D'accord. Je vais donner un exemple très concret parce que c'était en Corée, là j'avais mangé du poulpe vivant. Alors c'était super parce que ça collait partout, tu sais, à l'intérieur de la bouche. Écoute, Ça donne Alors, il faut envie. préciser qu'il est, je sais pas, 10h30. Oh. Donc, Non mais c'était Hostile, très bon, hostile, mais c'était très non, bon. non, mais c'est ça qui est intéressant. Ah, écoute, j'ai fait du poulpe, j'ai goûté du poulpe, bon, cuisiné quand même, mais à 7h du matin, m'est arrivé de faire un jour un shooting, et voilà, j'avais une assiette avec du poulpe. ouais, bah oui. Et tu prends ton café, tu fais ta photo, et puis là, t'as le chef qui te dit, bah vas-y, goûte. 7h du matin, du poulpe, quoi. Goûte. Est-ce que c'était Moi, bon j'ai goûté. C'était bon. Non, mais c'était bon. Mais bon. Une grande C'était- évolution de l'aspect photographique également, quand tu reprends les livres des années 70 ou 60. Moi, je me Françoise souviens... Bernard. Oh, là, je me souviens d'un shooting photo à Grasse, il y a très longtemps, pour une huile d'olive connue, où le chef, il m'avait apporté les langoustines, où il avait tressé les antennes qui posaient sur son risotto, très à l'ancienne. Et on a dû enlever, parce qu'on était dans un shooting plutôt des années 90, sur des magazines comme le L à table, etc., où on était plus à commencer à faire du flou en deuxième plan, et un micro, etc., un macro sur la première partie. Il y a une grande évolution des images, et tu le disais tout à l'heure avec justesse, les réseaux ont fait en sorte qu'on prend peut-être plus conscience aujourd'hui. Après, il faut savoir que les couleurs ont un aspect également sur notre ressenti. Je prends l'exemple toujours de faire si tu fais un restaurant de poisson rouge, tu n'auras personne dedans. Parce que le rouge est une couleur qui te donne faim rapidement et qui t'apporte à la satiété rapidement. C'est pour ça que tous les grands groupes de food, McDo, etc., ont du rouge dans leur logo. Ça ne fonctionnera pas. Si tu fais demain un restaurant entièrement bleu avec des nuances de bleu et tu leur fais que de la viande, ça ne fonctionnera pas. Alors que si tu fais un restaurant de poisson bleu, même si ton poisson n'est pas frais, tu vas donner cette impression de... Yeah. Non, mais Oui, les supermarchés sont les rois de ça. Tu vas avoir la Bien notion sûr. de merde. Bien sûr. Ouais, Bah, donc c'est ça la manipulation mentale, en Bien fait. sûr. Bah, encore Mais une fois, on- le visuel va avoir son importance. Bien sûr. C'est, Ah bah, j'ai hop. une question. t'as le code Oui, Laurent. couleur. Ah oui, j'ai une question, parce que attends, j'ai Oui. vraiment des pros. Quand on fait des petites gouttes, là, tu sais, de couleurs, là, Oui. j'ai jamais rien Mais si, compris c'est à une ça. squeeze, c'est sur une... Mais oui, mais attends, c'est Pourquoi joli, mais ça se mange pas. Bah si, tu peux tremper quelque chose. En Oh, général, c'est un tout coulis. petit, oui, c'est c'est tout en général, c'est petit, une tu petite sais, sauce aussi. Non, moi, je ne suis pas un grand fan de ça, mais Ça peut être il y un a eu... condiment, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme si tu mets un peu de pollen, par exemple, ou des petites choses comme ça sur le bord de ton assiette. Après, la déstructure. Alors, si on rentre dans la vraie théorie, un chef, fleurs quand dans il les sort, assiettes. ouais, mais qui n'est pas forcément, je le dis en plusieurs fois, cible. par les femmes. Non. Tu vois, je prends l'exemple d'Elena Arzac. Elena est 3 étoiles Michelin à San-Sébastien. C'est une fille géniale. Et son papa était le vrai fondateur du restaurant Arzac. Et Elena, quand tu vas manger chez elle, tu imagines, je mets toutes les nuances parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus, que tu imagines que c'est parce que c'est une femme qu'elle met des fleurs en cuisine. Simplement, elle déteste les fleurs en cuisine. C'est papa, qui est plutôt un mec espagnol, un vrai quoi, comme ça, qui adore les fleurs et qui, dès qu'elle passe, rajoute ses petites fleurs dedans. Comme je dis souvent, Donc, comme quoi, le cliché. Voilà, le cliché, même en cuisine. Alors, j'en profite parce que, franchement, on doit être connecté, Sébastien, parce que je voulais lire le passage où tu parles des femmes en cuisine. Et je voulais après renvoyer la balle à Fanny. Même si je ne fais aucune différence entre mes amis et amis chefs, j'aime les femmes en gastronomie. Elles vont à l'essentiel, sont inventives, sincères, elles se sentent libres, comme si finalement elles n'avaient rien à perdre à être elles-mêmes et à le revendiquer simplement. Alors moi, ça me parle énormément. Fanny, la sacro-sainte question, être une femme en cuisine, atout ou handicap? C'est la question. La question. Écoute, j'ai fait toute une série. J'ai fait Saveurs et terroirs chez Hachette.
C'était 10 grands chefs dans 10 grandes régions de France. Et j'écrivais les recettes. Écoute, j'ai préféré écrire les recettes des femmes que celles des hommes. Entre autres, il y avait Reine Samut, il y avait Darroze, avant qu'elle soit à Paris, tu vois. J'en oublie certaines, mais c'était juste simple, efficace, et c'était bon, puisqu'en plus, je les testais. Et souvent, les hommes, c'était compliqué. Ah oui, il y avait Sonia Lee qui travaillait à l'époque pour Ducasse. Et c'est vrai que tout de suite, aller vers une chef qui me donnait ses recettes, c'était juste magnifique, quoi, tu vois. Et alors, donc, Fanny, la réponse? Alors, on va dire, moi, je me suis jamais trop posé de questions. Sans langue de bois, hein. Non, mais on va dire, j'ai commencé, voilà, moi, je savais ce que je voulais faire et je me suis donné les moyens. Donc après, je vais pas dire que ça n'a pas été, ça n'a pas été simple tous les jours, mais femme ou pas, ça n'a pas été simple pour mes collègues non plus. C'est voilà, j'étais dans pas mal de maisons, alors des restos étoilés, des bistrots, de tout. J'avais vraiment envie d'apprendre un maximum. Et ce que je peux remarquer, c'est que oui, dans les grandes brigades, j'étais souvent seule, ou on était deux sur les grandes brigades. Mais bon, moi, je m'en fichais, quoi. Moi, je faisais mon boulot et voilà, ça m'a jamais empêché de travailler. Et quand ça se passait mal, c'est pas parce que j'étais une femme, mais c'est parce que ça marchait pas et c'est tout. Et après, voilà, j'ai jamais fait de différence là-dessus. Mais c'est de l'improvisation ou tu as des fiches recettes? C'est-à-dire? Quand tu travailles, tu parlais des produits, finalement, le produit t'inspire et puis tu y vas? Ouais, là, alors après, voilà, j'ai 30 ans, je reste assez jeune, j'ai juste 10 ans d'expérience. Et comme disait très bien Sébastien, en fait, la cuisine, c'est de la création, mais ça vient petit à petit. Aujourd'hui, je commence seulement à faire ma cuisine depuis un an et demi. Je commence seulement à m'exprimer et c'est vraiment le début. Et ça vient voilà, des envies, de mon expérience, des choses que j'ai envie d'exprimer, que j'ai envie de faire. C'est des rencontres avec des personnes, parfois c'est des produits, et c'est aussi des échanges avec mes équipes. Et on va dire que je refais jamais le même plat. C'est toujours vraiment, je pars du produit et de mes inspirations et de mes envies du moment. Et après, voilà, il n'y a pas vraiment de recette ou de fiches techniques. Juste, je fais des fiches techniques pour mes équipes pour avoir une trame. Mais voilà, il ne faut pas forcément la suivre à la lettre près. On goûte ensemble, on essaie de comprendre pourquoi aussi, pourquoi on va chercher à avoir ce résultat-là. Et nos recettes évoluent. Donc pendant un mois, on va garder la même recette. Et on va la regoûter, on va se dire, non mais attends, regarde là, finalement, si on met ça, c'est peut-être plus sympa et tout. Et les recettes, elles évoluent tout le temps comme ça, elles ne sont jamais figées. C'est ça qui est génial. Tu sais, un jeune chef, il fait toujours la même chose. Et je l'ai vécu très souvent. Quand il a quitté son restaurant, son maître d'apprentissage, les expériences qu'il a eues, il veut montrer que techniquement, il sait faire bien les choses. Donc, il fait une recette qui va avoir 7, 8, 9 goûts différents. Et puis, petit à petit, il va commencer à découvrir qui il est vraiment et il va l'épurer. Les premières critiques que je peux avoir quand je porte un chef qui va aller chercher une étoile au Michelin, sa première, etc., c'est qu'il va un peu s'inspirer de ce qui se fait à côté. Il va copier, il va mettre sa touche. Et je vais lui dire, il y a 7 goûts. Moi, un plat, c'est 3 goûts. Tu dois être cadré là-dedans. Tu vas arriver. Et je pense qu'un auteur de livre, c'est la même chose. Il va commencer son premier livre, il va faire un livre de 600 pages. Et puis petit à petit, l'éditeur va lui dire, c'est bien, mais il faut qu'il n'y en ait que 200. Va chercher l'essentiel. Toute ton introduction, elle n'apporte rien, on coupe. Le scénariste, ça doit être la même chose. Son premier scénario, il est très compliqué. Puis petit à petit, tu arrives à l'essentiel. C'est important. Ça, c'est la première des choses. Et la jolie chose que tu dis également, ma chère Fanny, c'est je ne suis pas figé dans ma cuisine. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est capital. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, à cet instant. Selon l'humeur. Selon l'humeur, etc. Exactement. La principale chose, je rappelle toujours, c'est qu'un restaurateur, c'est un acteur de théâtre et pas de cinéma. L'acteur de cinéma, il fait 15 fois la prise et à la 15e fois, on gardera à vie la meilleure. Un acteur de théâtre, tous les soirs, quand il monte sur scène, il a un public différent et il a des attentes différentes. Et puis lui aussi, dans un état différent qui fait que tu seras peut-être un peu moins bon ce soir-là, tu auras peut-être un peu plus improvisé à ce niveau-là, etc. Mais ça, c'est l'art. C'est l'intérêt de l'art. C'est qu'on n'est pas figé. Et puis, d'où la tolérance avec les restaurateurs. Arrêtez les avis stupides sur les sites qui, en plus, vous les publient.
Soyez un peu plus malin. Il y a de l'humanité dedans et d'indulgence. Voilà. Peut-être qu'effectivement, c'était pas le meilleur jour pour la chef, mais elle était seule puisque ses 2 sous-chefs étaient malades ce jour-là. C'est pas grave. Revenez-y. Ça arrive. Voilà. Il y a beaucoup de subjectivité en fait dans la cuisine. Mais comme dans l'art. Bien sûr, oui, c'est vrai, c'est de l'art. Non, mais c'est ça. Et ça, c'est un point très important. C'est qu'on essaye de faire au mieux tous les jours. C'est ça. Et parfois, c'est compliqué. Et voilà, quand ça se passe mal, on essaie de comprendre pourquoi. Et en final, que le client, il ressorte quand même content. Et qu'il ait quand même passé un bon moment et puis qu'il revienne. Mais ouais, je pense que c'est un point important qu'il faut souligner. Merci, c'est très beau. Alors, petit jeu. Vous avez devant vous des choix. Donc, question fermée. Voilà, ce que ça vous évoque. Après, si vous avez une anecdote ou pas. Je vous écoute, Fanny. Alors, boudin blanc ou boudin noir? Moi, il n'y a pas de boudin. C'est toujours, pas de boudin. Je fais jamais du boudin. Ah non, c'est toujours de bonne humeur. La patate, plutôt, je dirais. La bonne patate. Voilà, c'est vraiment arriver tous les matins en forme, motiver les équipes, motiver les troupes, quoi qu'il se passe. Et puis, et voilà, la bonne humeur, mais plutôt la patate, ouais. Ok. Et tu dois faire les 4, je crois. J'en ai 2, donc ça va. Après, c'est mangue ou ananas. T'en as que 2, mais c'était 4 par personne. Ah bah, il y en a 2 qui sont perdus. Ah bah attends, c'est peut-être moi qui... Mangue ou ananas, je dirais la mangue, parce que ce matin, on a reçu 2 mangues qu'on n'avait pas commandées du restaurant juste à côté qui s'appelle Restaurant Sénat. Et donc voilà, on va les manger pour le perso ce midi, des mangues qui sont à maturité. Voilà. Super. Sébastien? Cèpe ou Maury, je sais pas, les 2 évidemment. Pourquoi se contenter de Non, mais pourquoi se contenter de l'un Je sur sais pas, l'autre, ta ça dépend. sensibilité là à l'instant voudrait aller vers quoi? Cèpe, je dirais. Je sais pas pourquoi. Peut-être juste pour la forme du champignon qui ressemble plus à un champignon que la Maury. C'est vrai. Dans l'absolu. C'est voilà. Cuisine asiatique ou méditerranéenne? Ah bah, mes origines, c'est la Méditerranée, donc ça me parle plus. Mais la cuisine asiatique, d'abord, ce serait les cuisines asiatiques au pluriel, parce que même en Chine... C'est ça, c'est pas la même en Corée. Bah, les 2. Enfin, hier, j'ai fait à manger thaï, donc aujourd'hui, je serai méditerranéen. En tout cas, ce soir, on va travailler différemment. Fraise ou framboise? Pour moi, c'est drôle, parce que Fafa, donc ma confiture fraise-framboise, parce que je vous rappelle l'anecdote, petit, je ne pouvais pas... prendre 2 confitures. J'avais le droit de prendre une seule confiture, c'était de la fraise ou la framboise, et c'était un drame pour moi. Donc il y a 6 mois de ça, j'ai créé une confiture avec Stéphane Perrotte, meilleur confiturier du monde, qui s'appelle Fafa, fraise framboise, une pointe de yuzu et un petit peu de poivre de cassis. Donc Fafa, les 2. Éclair ou tartelette? Éclair. Plus il y a de crème à la conticini, meilleur c'est. Laurent? Ah là là. Alors moi, citron vert et citron jaune. J'adore les 2. D'accord. Ah oui, donc d'accord. Là, j'en prends régulièrement. Et coquillettes ou spaghettis. J'adore les coquillettes au jambon. Tu sais, c'est le truc côté enfant. Mais c'est hyper agressif, quoi. Ouais, mais je mange toujours du spaghetti. Bon, je vais réunir les 2 là. Amaretto, Grand Marnier, Bordelais, Bourgogne ou Alsace. En fait, moi, c'est la Touraine. Et alors, je sais pas si je vais faire... Mais en fait, j'adore l'amaro. Si vous connaissez pas, j'ai un ami qui, à Tours, fait de l'amaro local. C'est extraordinaire. Et sincèrement, boire le spritz à Tours, sur les bords de la Loire, dans les guinguettes qui ont cet amaro... Alors, c'est quoi l'amaro? C'est à base de quoi? Tu sais, c'est à base de... oh là là. Alors là, ça, c'est... Bah voilà. Toutes les plantes, tu sais... je pense qu'il y a de la quinquina dedans. Sûrement. Hein, ouais. C'est un peu amer. Tu sais, on fait le spritz. Mais là, c'est un délice. Il met du sureau. Alors, des fois, il le fait avec tendance agrumes. Comment ça s'appelle? Amaro? Amaro, c'est le yellow vermouth. C'est sur les bords de Loire. Il est à la Roche-Corbon. Et sincèrement, si vous allez à Tours, c'est là-bas qu'il faut boire un spritz avec cet amaro. Et alors, bon, voilà. Donc, j'ai pas répondu aux questions. C'est pas grave, mais je sentais bien que tu étais un élève dissipé. Je sais pas pourquoi. Voilà. Tu étais un élève dissipé. Alors, j'aurais dû lui dire pour les éclairs, tu sais, quand j'étais petit, moi, j'étais somnambule. Mes parents étaient pâtissiers. Je descendais, j'allais manger des éclairs la nuit. Je remontais me coucher. Je m'en rendais même pas compte. Bien, Sophie. Ramène-nous à la raison, s'il te plaît. Alors, donc, moi, j'ai tandoori ou colombo. Les 2. Les 2, ça évoque les voyages, voilà, la couleur, les épices. Voilà, les 2 pour moi. Tu photographies les épices? Peu. Par volonté ou non, tu n'as pas forcément rencontré j'ai pas rencontré
Ou alors j'ai photographié, mais en pot, si tu veux. Donc il n'y a pas eu Pas explosé par terre. Non. Céleri ou chou-fleur, je vais dire chou-fleur, mais juste parce que visuellement, je trouve ça plus intéressant à photographier. Donc voilà. Zester ou mandoline. Je sais pas, zester. Je sais pas, j'aime bien. D'accord. Et hummus ou guacamole, hummus. Je suis une fan des pois chiches. Ok, merci. Avec son accent ensoleillé. En plus. Hummus. Hummus. C'est ça. Ah, j'ai pas prononcé Alors, avec j'ai Mais deux, si, ça nous a donné envie, l'accent qu'il justement. fallait. j'ai 2 dernières questions à vous poser qui sont des questions très importantes. J'aimerais que vous continuiez la phrase. Pour moi, cuisiner, c'est. C'est sauver le monde. Oh. On était juste dans les réflexions qu'on a menées à l'autre cuisine, et justement j'en avais parlé à Guillaume Gomez, ça semblait l'intéresser, c'était que l'acte de cuisiner pourrait nous aider à vivre différemment. C'est-à-dire produire avec les mains et puis toucher les produits de la terre. Enfin bon, voilà. Merci, Laurent. Alors, je suis pas une professionnelle de la cuisine, donc pour mais moi, c'est pas cuisiner, c'est la famille, c'est les amis, c'est voilà, c'est mon enfance, c'est ce que j'aime, ça m'apaise. Voilà, Mais c'est la très bien. réunion, quoi. C'est le partage. Le partage. Fanny? C'est le partage que j'avais aussi en tête, mais la cuisine, pour moi, c'est une de mes raisons de vivre. Hein. C'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Et je dirais, c'est prendre du plaisir en faisant plaisir aussi. C'est le temps. C'est une façon de s'approprier du temps, de garder du temps, de récupérer du temps. Parce que quand tu vas cuisiner, tu n'es concentré que ce sur quoi tu travailles. Et donc, le temps, c'est une façon de tordre le temps. Voilà. Et tu le retrouves pour toi. Et ensuite, ce temps que tu as tordu, tu vas l'offrir à d'autres. Donc on a pris notre temps aujourd'hui. C'est joli. Mais c'est capital. Retrouve le temps, tu vois. Ne mets pas tes enfants devant la télévision à regarder des conneries. Remets-toi en cuisine avec eux, ils partagent. Bien sûr. Refais des choses avec eux. Mettre le doigt dans la confiture, c'est le plus beau geste que tu puisses faire. Bien. Deuxième question. Quelle est votre définition de la passion? C'est un fruit, mais à part ça, Ouais, c'est un fruit, c'est tout. c'est tout. On est passionnés, nous. Ah, si je vous ai invité, c'est que j'ai estimé que vous étiez passionné. Oui. Oh, je vais être déçue. Alors, la passion, c'est l'amour. Enfin, ouais, je sais pas, tu es passionné par quelque chose, tu es passionné par quelqu'un, il y a une notion d'amour derrière. Et, je sais pas. Ouais. C'est bien Amour, déjà. je crois. On n'est ouais. pas obligé de faire une dissertation, Ouais. vous savez. Je réfléchis, mais. En fait, moi, c'est quand je regarde Virginie. Non, c'était Je pas sais le but. qu'elle est passionnée. Et non, mais c'est vrai, on a besoin de gens passionnés. Mais est-ce qu'on l'est toujours? La passion, c'est quand même... Autour de cette c'est table, un je état. crois qu'il n'y a que des passionnés, parce qu'on est dans le. Enfin, on aime chacun notre travail. Et d'ailleurs, le mot passion est ressorti plusieurs fois dans la bouche des uns et des autres. Donc, Moi, je l'ai dit, moi. C'est le point commun en général entre Non, mes excepté- invités. Hein. excepté toi. Excepté la cantine. Accepter la cantine. Non, mais il y a cette notion quand tu es passionné, tu t'investis dans ce que tu fais. Et donc, je crois que chacun à son niveau et chacun dans Donc Laurent, tu passes ton tour. sa case. Ah non, mais dans la passion, je pense que j'ai plusieurs passions, mais c'est un degré très difficile à atteindre, tu vois. Je sais que je mène un combat, tu vois, pour quelque chose. La passion, j'ai été passionné pour certaines choses, je suis un peu moins. Je sais pas. Mais la passion peut être un combat aussi. Se battre Ouais, contre, je sais pas. pour. Je réfléchis, je passe mon tour. Vas-y. La passion. Ouais, Je fais exprès de ne pas l'envoyer cette question pour voir un peu. Non, mais pour moi, c'est pouvoir aller au-delà des difficultés. Et il faut se dire que le métier de chef, c'est pas facile. Et si on n'est pas passionné, on peut pas y arriver, quoi. Et vraiment, il y a des périodes difficiles dans la vie, je pense. Ça peut être dans le quotidien, au travail, ça peut être avec les équipes, ça peut être sur pas mal de raisons. La fatigue aussi, parce que rester 15 heures, 16 heures debout Bien sûr. à courir partout, c'est pas facile.
Et je pense qu'il n'y a que la passion qui nous permet de nous dépasser et de trouver aussi un peu nos limites et de réussir à trouver un équilibre pour continuer à vivre sa passion pleinement et continuer à avancer et garder ses objectifs. Et voilà, c'est ça pour Merci Fanny. Sébastien? Idem. Non, mais après ce qu'a dit Fanny et Sophie, ce qu'ont dit Fanny et Sophie, que rajouter peut-être c'est l'humanité, c'est peut-être la fin des emmerdes aussi, parce que ça veut dire quand tu es passionné, tu passes moins de temps à aller regarder ce que fait ton voisin, à le jalouser, à lui courir après avec une arme ou autre chose. C'est peut-être juste... je pense que les gens heureux sont des gens qu'il faut respecter parce qu'ils font plus pour l'humanité. Normalement, quand tu es bien dans tes baskets et que tu vis de ta passion, ou en tout cas que tu as une passion, la preuve en est, c'est que souvent les gens qui ont des métiers qui leur plaisent que moyennement, ils sont souvent portés par une passion et ils attendent toute la journée afin de retrouver leur atelier le soir, de bricolage et autres. Donc vivez de vos passions. Je pense que l'école n'a pas encore compris qu'il fallait plus éviter de parler de plan de carrière, mais juste de passion. Parce que d'ailleurs le retour absolument incroyable d'une deuxième partie de vie des gens aujourd'hui, avocats, médecins, chefs d'entreprise qui vendent tout et qui frappent à la porte de Fanny le matin en lui disant « Chef, j'aimerais revenir travailler avec vous, j'aimerais apprendre un métier. Virginie, j'aimerais... » Les reconversions. Reconversion, bien sûr. C'est parce qu'il y a eu un mauvais aiguillage au départ. Parce que... Alors, moi, reconversion, je précise, si j'ai arrêté l'enseignement, c'est pas parce que je n'aimais plus enseigner, c'est parce que justement, je voulais faire quelque chose autour de la cuisine. Donc, c'est pas la même chose. Mais après, une question qui revient aussi souvent par rapport à la passion. Déjà, certains ont du mal à trouver leur passion. Et deuxièmement, quand moi je me suis lancée, il y a bientôt 10 ans, les gens m'ont dit « Fais attention de professionnaliser ta passion, tu vas t'en lasser, parce que tu aimes bien cuisiner le week-end et ça suffit. » Et en fait, 10 ans après, c'est exponentiel. Donc ça veut dire que je ne me suis pas trompée. Voilà. Pour terminer, parce qu'à un moment, il faudra se quitter. Je suis désolée, ne pleurez pas. Pour conclure cette session de convivialité très gourmande, un passage de la littérature proustienne qui me rappelle évidemment à ma première vie de professeur de lettres. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et vous, quelle est votre Madeleine de Proust ? Troisième question. Ah, moi, ça, je sais. Tu sais, toi? Non, mais quand on s'est rencontrés, tu sais, tu te souviens? Non. Oh. Il est vexant. Ah bah oui, alors. Non, c'est les haricots verts de ma grand-mère. Cuisiner comment? Avec revenu juste au dernier moment avec un peu de beurre et un peu d'ail. Bien sûr. Oh, j'adorais ça. Bah, tu vois, Laurent, t'as répondu à la question. Merci. Bah, bon, ça y est. Je passe mon tour. Et le premier en plus. C'est pareil, c'est les souvenirs des plats cuisinés par ma grand-mère, hein, enfin une de mes grand-mères. Donc ça va être le traditionnel cassoulet, voilà, qui était imbattable chez elle. Voilà, elle faisait des terrines de sanglier, elle cuisinait juste à merveille et c'est des goûts que j'ai jamais retrouvés, quoi. Voilà. Très bien. Non, il n'a pas eu. Il se regarde. Il n'a pas eu d'enfance gourmande. J'ai pas un plat. Moi, c'est la liberté de ma maman, comme on n'avait pas beaucoup de moyens, qui se débrouillait pour faire un sukiyaki au déjeuner, une cervelle le soir, un café complet, donc du pain et du fromage. Enfin, c'était cette liberté où il n'y avait pas de règles de ce qu'on allait manger. C'est ce qu'on trouvait dans les étals des supermarchés, à des prix permettant de l'acheter. Et tout ça était mélangé avec le goût de chacun. Quand elle faisait une pizza, elle mettait des cure-dents au milieu, parce que ma sœur, moi je mangeais pas de tomates à l'époque, ma sœur mangeait pas de ça, mon père mangeait pas de ça, et elle mangeait tout. Donc il y avait des cure-dents pour chacun, avait un quart de sa pizza. Voilà. C'est exactement, parce que tout le monde disait, moi je mange pas, ma sœur mangeait pas de champignons, enfin voilà. Mais je pense que c'est plutôt cette liberté qu'elle avait, qu'elle m'a transmise, puisque moi j'allais faire les recettes du L assez jeune.
parce que je trouvais que c'était incroyable et que c'était surtout un voyage. Vous savez, je vivais à côté de l'aéroport de Genève, j'entendais les avions, je n'en partais pas. Et le plus grand choc culinaire pour moi, ça a été le jour en rentrant de vacances. J'avais une copine dans la cour d'école qui suçait un bâton. J'étais très intrigué, donc j'ai été lui demander ce qu'elle faisait. Et elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit j'étais aux Antilles, c'est de la canne à sucre. J'ai dit, est-ce que je peux goûter? Alors elle m'a gentiment tendu le bâton, j'ai un petit peu croqué dedans, un goût de sucre absolument incroyable. Je dis, mais c'est incroyable. Et ça, c'est le voyage. Donc je pense que ma Madeleine de Proust, c'est tout ce qui fait voyager. Les mots de la littérature. Une pintade, c'est une poule peinte, étymologiquement. Donc c'est des choses formidables. Et je pense que ça a été pour moi le voyage avant toute chose. Merci Sébastien. Fanny? Moi, c'est la tarte aux mirabelles de ma grand-mère. Donc on allait ramasser les mirabelles, des kilos et des kilos de mirabelles dans les seaux. On allait les dénoyauter, on faisait une pâte brisée, voilà, juste comme ça, passer au four, juste tiède. C'était parfait. Merci. Aujourd'hui, dans ce 8e épisode, mes invités ont tous raconté de belles histoires et je me suis délectée en les écoutant. Tous les 4 engagés dans un savoir, dans un savoir-faire, dans une envie de comprendre, une envie de transmettre. Ensemble, nous avons fait mijoter 2 passions communes, la convivialité et le goût. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tout le monde. J'ai appris plein de choses. J'étais ravi d'être avec vous. Merci, Laurent. Mais, je vais dire pareil. Merci à tout le monde. J'ai appris énormément de choses. C'était très intéressant. Passionnant. Voilà. Merci, Sophie. Merci, Virginie. Merci à tout le monde. Merci. Merci, Fanny. Non, merci. Et je vous retrouve très vite pour le 9e épisode. Bonne journée. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!